de la 11e thèse de Marx, qui dit que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, hein, que désormais il ne s'agit pas de l'interpréter, mais vraiment de le transformer. Là non plus, Châtelet n'est pas d'accord, parce qu'il dit que, de tout temps, les philosophes ont fait partie ont œuvré à la transformation du monde. Toute la question est de savoir comment. Bon. Mais en tout cas, tout philosophe, Platon, a œuvré à la transformation du monde à travers ce qu'il dit de la Callipolis. Aristote également. Tout philosophe a toujours œuvré. Donc, ni hegelien, position prédominante, dominante de la philosophie, ni marxiste dans le sens, oh bah les philosophes, ils ont toujours été dans la théorie, dans la contemplation, hein, et leurs travaux n'ont jamais rien changé aux choses. Bon, ça non plus. En fait, ce que François Châtelet affirme, c'est donc que tous les philosophes ont pris politiquement parti. Politiquement, il faut s'interroger sur le terme de politique, prenons-le au sens simple, enfin simple, au sens magnifique qu'en tire Châtelet, en revenant à la racine grecque du mot polis, c'est-à-dire la cité, c'est-à-dire la société. Autrement dit, les philosophes sont toujours intervenus dans la société, ont toujours été complètement, on pourrait dire des échos ou des devanciers des problèmes de la société, ou simplement des gens qui répercutent des questions qu'une société se pose, même si elle ne se les pose pas de manière consciente. En tout cas, le philosophe, par son travail, a toujours fait ça. Il est toujours complètement... Il prend parti politiquement. Il est toujours engagé, d'une certaine manière. Et alors, il va loin, puisqu'il dit même que Descartes est un philosophe dont on peut considérer que son traité des passions de l'âme est son ouvrage politique majeur. Alors, comment est-ce que Châtelet explique ça? Tout simplement parce que Descartes, en essayant de modifier l'homme, sa moralité, agit directement sur la société. Et en agissant sur l'homme, il agit sur la société. Donc, le traité des passions de l'âme est un ouvrage politique. Alors, toujours, là je suis toujours dans ce petit sous-chapitre de discours philosophique et politique. Donc, les philosophes, leur discours est toujours en résonance avec une société donnée à un moment donné de l'histoire. Et François Châtelet se demande comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que des concepts ou des idées passent et se retrouvent dans des discours politiques, que ce soit les discours du politique ou de la politique. Alors le politique pour François Châtelet, c'est au sens, en tout cas en référence explicite à Marx, eh bien, comment on pourrait dire ça, le petit peuple, dirons-nous. Hein, voilà, les gens qui sont... Le politique, c'est ceux qui sont... C'est les gens du peuple, c'est les gens, voilà, les gens normaux. Voilà. La politique, c'est toujours une référence au pouvoir et à l'État. Pourquoi je parle d'une référence à Marx? Si vous voulez approfondir cette question du politique et de la politique, que je n'ai pas retravaillé explicitement, c'est dans un ouvrage collectif qui s'appelle « Les marxistes et la politique », qui date... C'est un article? Non, c'est un ouvrage. Donc c'est un ouvrage collectif avec, comment est-ce qu'elle s'appelait, Evelyne Pizier. Je ne sais pas si elle était déjà Kouchner ou que Kouchner, puisqu'elle a divorcé Kouchner. Ouais, elle n'était pas encore Kouchner. Pizier et Jean-Marie Vincent. Avec, bien entendu, François Châtelet. Hein. Donc, et c'est les PUF. Il est à la bibliothèque de Paris, 1975, ça n'a pas été republié. Donc, dans les marxistes et la politique, vous avez dans les premières pages introductives la différence que Châtelet établit entre le politique et la politique.
Donc comment est-ce que on peut expliquer que les concepts se retrouvent dans les discours du politique ou de la politique, indifféremment, c'est-à-dire repris en gros par les révolutionnaires entre guillemets, ou repris en gros par ceux qui détiennent le pouvoir au sens étatique du terme. Bon. François Châtelet explique ça par le discours même de la philosophie, qui est un discours qui prétend à la transparence, à la rigueur et à la clarté. Autrement dit, ce discours, puisque la philosophie, on en parlait après, la philosophie comme discours prétend à la transparence, en tout cas originellement avec Platon, à la rigueur et à la clarté. Du coup, ce type de discours devient un mode d'intervention dominant. Et là, je cite Châtelet, un réservoir privilégié pour le ou la politique. Est-ce que je suis claire là? Ça va pour vous? Est-ce que ça va? J'avais mis page 38, mais pourquoi non, c'est pas... Bon, c'est très bien. Je passe à l'autre parce que je veux pas... Donc, réservoir privilégié pour le politique. Autrement dit, dans la petite sous-partie qui vient après et qui s'appelle « De l'histoire de la philosophie comme dénonciation », François Châtelet pose que la philosophie, par ce discours qui prétend à la transparence, à la clarté, est un code. C'est un code. Il le met comme code. Et parce que ce code, autrement dit, si je veux être un petit peu plus clair, la philosophie comme discours est un certain type de code. Autrement dit, un certain type de rapport à la pensée, de pensée. Bon. Ce type de code devient ce que François Châtelet appelle un sous-code, au sens d'être repris. Et c'est là, c'est ce qui explique qu'il devienne déterminant dans la fabrication des messages politiques. Il est repris comme sous-code par ces messages politiques. Alors comment est-ce qu'on pourrait évoquer ce sous-code? On peut peut-être dire que c'est un ensemble d'idées symboles. Les codes philosophiques, enfin, les philosophes créent des concepts, inventent des idées. Ces idées ou ces concepts sont repris, mais ne sont pas repris conceptuellement, sont repris, d'après ce que moi j'appellerais, des idées symboles. Par exemple, la liberté. Le mot liberté, on l'utilise à tout va. Et qu'est-ce que c'est que la liberté chez tel ou tel philosophe? Quand on dit « je suis libre », ah oui, j'ai ma liberté. Là, on n'est plus dans le concept, on n'est plus dans le code philosophique proprement dit, on est dans le sous-code, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà de l'ordre de l'opinion, hein, de symboles qui ne sont plus retravaillés, hein, qui ne sont plus travaillés, qui sont admis comme ça et qui permettent de faire passer tout un tas de choses, non pas des problèmes, mais des... Bon, la liberté, elle s'affirme, elle ne se problématise pas. Voilà, j'affirme ma liberté, mais je ne la problématise pas. Or, si on va regarder un petit peu, si on commence un peu à se pencher sur la question de la liberté, par exemple chez François Châtelet, on en vient forcément à la question de l'État, par exemple. Il était un très grand lecteur de Pierre Clastres et de la Société contre l'État. Si vous regardez aussi certains de ses ouvrages collectifs, notamment l'histoire des idées politiques, sorti dans les années 82, voilà, la question de la liberté, ça peut être mon rapport à l'État, par exemple, chez certains penseurs, à partir de Montaigne ou de la Boétie, et puis en allant par Clastres, puis en terminant par Le Fort, voilà. Un petit peu, on ne problématise plus ce qui devient des idées symboles. Hein. Alors, ce que pose François Châtelet ici, il se pose la question, comment briser ce sous-code? Autrement dit, comment briser cette espèce de structure idéologique que sont les concepts et les idées et qui viennent structurer les discours du pouvoir étatique, mais aussi du pouvoir médiatique, par exemple. Comment faire pour briser ce sous-code? Alors là, je ne peux pas m'empêcher de vous lire ça parce que la première fois que j'ai lu, j'ai trouvé ça magnifique. Je continue encore à le trouver magnifique, alors je vous lis ça. Autrement
code que constitue le code philosophique possède une importance déterminante dans la fabrication des messages politiques, quels qu'ils soient. Messages de pouvoir ou bien messages de ceux qui veulent avoir le pouvoir, réformateurs ou révolutionnaires, etc. Deleuze-Guattari, Lyotard et d'autres ne s'y sont pas trompés et ont entrepris avec impertinence d'introduire dans le discours philosophique ces mots vulgaires, ces trop fameux gros mots qui étaient traditionnellement exclus du langage sérieux, didactique, philosophique. Nouvelle forme de désacralisation, direz-vous. Plus encore, c'est le sous-code lui-même qui est atteint et devient inutilisable, c'est-à-dire ne peut plus servir de garant théorique ou de réservoir à concept au discours politique. Alors moi je pense toujours à la première phrase de l'anti-Oedipe, la première phrase voilà, où ça pue, il y a de la merde, enfin, voilà. C'est absolument pas dit Châtelet. Je poursuis. Il est aussi possible de briser le sous-code philosophique, alors là on a la position de François Châtelet, position qui est mienne, en référant les concepts empruntés par le discours politicien à leur passé réel, ou si l'on veut, à leur acception originale dans l'ordre du philosophique. Que se passe-t-il grâce à une telle opération? Très simplement, la révélation de l'inculture volontaire ou involontaire des usagers politiques du concept. L'emploi du terme liberté, par exemple, leitmotiv des discours de droite ou de gauche, est une parfaite illustration de ce que j'avance. Ceux qui l'utilisent, non seulement se gardent bien de lui donner la moindre consistance, mais encore ils le font apparaître comme une solution. Tout au plus se disent-ils ses gardiens ou ses défenseurs. Est-ce là une manière de donner un sens au concept? Ils se livrent plutôt à un coup de force psychologique d'une rare malhonnêteté. Leur auditeur ou téléspectateur est censé savoir de quoi l'on parle. Nous sommes entre gens intelligents, alphabétisés, de bon sens. Aussi ne vous ferai-je pas l'injure de préciser les mots que j'emploie. Nous savons tous ce que liberté veut dire. Le tour est joué, le concept escamoté, il n'a pas été reconnu pour ce qu'il est, un faisceau de questions, en aucun cas une réponse, une catégorie clairement établie ou une solution. Je me situe, François Châtelet, donc dans cette perspective voisine de la provocation, selon laquelle l'analyse du rapport maître-esclave chez Aristote ou l'étude du contrat social de Jean-Jacques Rousseau constitue une mise en question de l'usage actuel des concepts. Par là, je veux dire qu'il s'agit de décrasser les termes du langage politique afin de montrer que derrière l'inculture et la bêtise se cache le mensonge. Une idée que j'emprunte à Nietzsche, philologue, qui voulait prendre les mots dans leur sens propre. Voilà. Donc, autrement dit, ce qu'on voit bien ici à travers cet exemple, c'est que la référence, pour François Châtelet, la référence au passé philosophique, je dis pour l'instant passé philosophique, est une manière de penser notre actualité. Autrement dit, le passé philosophique apparaît comme une opération critique pour démonter l'assise faussement conceptuelle des discours que l'on entend dans notre société et qui la constitue, qui la traverse, auquel il est difficile déjà. J'avais retenu page 40, un petit morceau. Voilà. C'est la question du différentiel. Autrement dit, pour François Châtelet, le passé joue le rôle d'un différentiel. Hein, par son éloignement, de son éloignement problématique, il vient complètement retravailler ce que nous vivons. C'est-à-dire les idées qui nous font vivre, et les valeurs que véhiculent ces idées. Le passé vient retravailler nos valeurs actuelles. Eh bien, je vous lis, si ça ne vous embête pas, un tout petit passage à propos du différentiel. Je pourrais multiplier les exemples, tous convergeant vers cette constatation.
que la référence au passé nous permet de penser notre actualité et qui sait d'imaginer notre futur à travers le différentiel. Les ethnologues, depuis qu'ils se sont libérés du positivisme grossier qui faussait leur vision de l'altérité, nous fournissent des éléments de méthode. La saisie de la différence inaugure, selon moi, un rapport au passé qui préserve son originalité et lui confère une importance pour le moins égale à celle que nous attribuons au présent, qui exhibe sous nos yeux, par exemple, l'existence de sociétés ordonnées démunies de pouvoir. Alors, il fait référence là à Pierre Clastres et à son ouvrage « La société contre l'État ». François Châtelet était un ami de Clastres, hein. Ils se sont connus à la Sorbonne et notamment dans la cellule marxiste, je crois, de la Sorbonne. Ils étaient fortement amis et amis aussi d'Hélène Clastres, la femme de Pierre. Il était très très admiratif de cet ouvrage, La société contre l'État, justement en ce qu'il venait. Il avait quelques réticences un petit peu. Je ne saurais pas vous en reparler, mais il en parle quelque part. Il y avait quelques réticences peut-être un petit peu sur l'absoluité de Clastres, sur cette question de l'État. Mais en tout cas, il était très admiratif des recherches de Clastres, dans le sens où elle venait montrer à travers l'étude de certaines peuplades d'Amérique du Sud, ou même des peuplades d'Amérique du Nord, des Indiens d'Amérique du Nord, comment est-ce que des sociétés ont pu, jusqu'à une époque tardive, vivre sans aucune présence de l'État, autrement dit sans aucune présence d'un pouvoir détenu par un seul. Là, vous avez en tête certainement tous les très beaux textes descriptifs de Clastres, parfois même un peu terribles, puisque certaines tribus, pour enlever toute idée de pouvoir, hein, de conserver le pouvoir pour moi, et de l'exercer uniquement pour moi, et non pas au nom d'une communauté, avaient des pratiques, notamment de scarification, limite de torture. Bon, tout ça c'est très bien décrit par Clastres. Voilà. Voilà un petit peu, par exemple, comment le passé, comment autre chose de la différence vient travailler notre propre contemporanéité. J'espère que je ne prends pas trop. Autre petite sous-partie, comment on va faire. Bon, comment je vais faire le passage. Ce qui est très. Ce texte de Châtelet est un texte sur lequel je suis restée très longtemps. Et Châtelet a quelque chose de. Il a une très belle écriture, vous vous en rendez compte, une écriture très claire, où vraiment il n'y a pas de jargon. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à lire certains philosophes, parce que quand ça jargonne, je ne suis plus habituée, quoi. Donc il n'y a pas de jargon chez Châtelet. Ça n'empêche que les passages entre les idées, les passages problématiques, ça reste extrêmement difficile. Donc c'est toujours la question des passages chez François Châtelet. Comment il passe d'une idée à une autre, voilà, comment il passe d'un problème à un autre. Donc là, comment il passe de, finalement, le fait que le passé philosophique peut désacraliser notre présent, comment il arrive finalement à montrer ça, et comment ça va le faire passer à l'affirmation que si on considère que le passé philosophique vient désacraliser notre présent, cela est en rapport direct avec la destitution de toute philosophie de l'histoire. C'est-à-dire ceux qui pensent, et on voit bien que c'est ce qu'il a évidemment fait dans son histoire de la philosophie, en tout cas ça c'est certain, puisque son histoire de la philosophie est tout sauf une philosophie de l'histoire. Il s'en explique dans les avant-propos de dans l'avant-propos général de cette histoire de la philosophie, où vraiment à chaque fois, et dans la conclusion générale, où à chaque fois il dit sa défiance dans l'histoire de la philosophie, de faire une philosophie de l'histoire. Donc pour François Châtelet, une histoire de la philosophie, si elle est vivante, si on peut en avoir un usage pour aujourd'hui, c'est à condition expresse de se séparer de toute idée d'une philosophie de l'histoire. Alors il en donne 3 types. Une philosophie de l'histoire de type éterniste, éclectique ou progressiste. Alors,